Carole Crétin, directrice de la stratégie à l'ARS, je suis médecin de santé publique. Et Julia Joannet, je suis responsable adjointe du département ressources humaines en santé. À l'ARS Grand Est. À l'ARS Grand Est, effectivement, à la direction de la stratégie. Et d'abord, vous dire notre plaisir d'être avec vous, saluer l'association SPS. J'allais dire, on est des anciens partenaires et des nouveaux aussi, puisqu'on va continuer nos actions. Mais vous redire l'importance pour nous, ARS, c'est-à-dire organisation au niveau régional du système de santé dans sa globalité et avec l'ensemble des acteurs, d'avoir fait de ce partenariat un axe majeur de travail. Notre région, alors c'est pas Bordeaux, c'est pas Toulouse, même si j'ai entendu que c'était compliqué à Toulouse, c'est le Grand Est. Et le Grand Est, il y a moins de soleil, il y a moins de mer, il y a moins... Et donc l'attractivité des métiers de la santé, c'est une préoccupation majeure pour nous. Et on en a fait un axe stratégique, et même une direction stratégique, puisque les ressources humaines en santé sont dans la direction de la stratégie de l'ARS. Et je veux rendre hommage à cet effet à Christophe Lannelongue, qui était notre directeur à l'époque, que vous connaissez bien, je crois, à l'association SPS, et qui avait accepté d'organiser cette direction de la stratégie sous ma proposition dans cette optique-là. Les ressources humaines, pour nous, évidemment, c'est le cœur de la mise en œuvre du système de santé. Sans ressources humaines, il n'y a pas de santé. Et il n'y a pas de santé au sens action, mais aussi au sens de progrès collectif, d'une valeur sociétale qu'est la santé. Et donc, dans notre projet régional de santé, depuis 2018, on en a fait un axe majeur, un axe qui traverse de manière partenariale à la fois les acteurs, les territoires et les thématiques. De la prévention à la réhabilitation, de l'activité sanitaire au médico-social à l'ambulatoire. Et nous avons travaillé avec l'ensemble, et nous travaillons avec l'ensemble des acteurs pour répondre à ce que vous avez rappelé, c'est que s'il n'y a pas de projet collectif qui s'appuie sur des projets individuels, dont les projets des soignants, il n'y a pas de possibilité d'action et de progrès. Et donc, nous avions déjà un déficit structurel de ressources humaines en santé, des densités inférieures aux moyennes nationales, des évolutions attendues en matière de démographie dues au baby boom qui se transforme en pépi boom, avec 30% de départ à la retraite, etc. Et puis on l'a rappelé, est venue en plus nous impacter cette crise sanitaire qui a commencé dans notre région et qui a montré toute la nécessité, et je suis d'accord à ce qui vient d'être dit, la crise Covid a montré la mobilisation possible de ces ressources et la formidable mobilisation de ces ressources, mais aussi le post-Covid a montré la dépression de ces professionnels de santé qui se sont dit, mais on était là, et là on a l'impression que, on fait comme si on était là, mais on ne fait pas plus attention à nous que ce qu'on avait dit. Pourtant, on les applaudissait tous, ou on s'applaudissait tous. Et malgré ça, on voit bien qu'il y a des enjeux majeurs sur le quantitatif, mais surtout le qualitatif. Donc, des enjeux majeurs qu'on a traduits par des plans d'action qu'on déploie sur 3 piliers. La formation, ou les formations initiales et continues, l'attractivité de ces métiers et la fidélisation dans ces métiers. Et avec une démarche à la fois de parcours de santé pour les besoins des patients, mais aussi de parcours professionnel pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Et ce que je vous propose, c'est que Julia vous présente quelques leviers qu'on a essayé de mobiliser, qu'on continue de mobiliser, et sur lesquels, vous l'avez dit aussi, l'enjeu majeur, c'est que les acteurs de proximité s'en saisissent. Parce qu'on peut initier, on peut proposer, mais si la prise en compte n'est pas faite au plus près de la vie quotidienne des équipes, des individus, des personnes qui travaillent dans ces domaines, étudiants ou professionnels de santé aguerris, on perd cette dynamique. Et nous, notre travail quotidien, si j'ose dire, c'est de mobiliser tous ces acteurs, y compris les managers et les directeurs de structures de santé, d'être dans cette démarche
et on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Alors effectivement, on s'est basé sur les constats qu'on a pu évoquer, donc avec un certain nombre de professionnels à former, quelques chiffres, 8300 AS à former d'ici 2030 et 8500 IDE. Sur les postes vacants qu'on a publiés, par exemple, sur le tour de recrutement des personnels hospitaliers médicaux de cet été, on a publié 1012 postes et 72% sont restés vacants. Donc, fort de ces constats de déficit et de difficulté de recruter dans nos régions, particulièrement et dans nos métiers, on a donc axé notre politique sur les 3 axes que Mme Cretin vous a évoqués, et donc sur l'idée de former d'abord. Formation initiale avec l'idée d'augmenter les quotas des formations des professionnels non médicaux et médicaux. Donc on a ainsi pu augmenter de 83% les nombres de places proposées pour la formation AS et 19% pour la formation IDE en 3 ans. Une fois qu'on a augmenté les quotas, c'est très bien, mais l'intérêt maintenant, c'est aussi d'avoir le nombre de diplômés à la sortie qui correspond à ces augmentations de quotas. On a un taux de fuite, un taux de perte, comme on l'appelle, de près de 25% sur ces formations. Donc aujourd'hui, on travaille sur ce suivi de cohorte avec l'idée que le nombre d'entrées soit le même, ou en tout cas le plus similaire possible en nombre de sorties. Donc avec aussi l'idée de passerelle, si des personnes sont en difficulté sur certaines professions, on peut les orienter vers d'autres, tout en restant dans ces métiers du soin quand il y a l'appétence et quand il y a cette idée de vouloir travailler dans nos métiers. Mais former, c'est aussi attirer dans cette formation. Et donc, on a un enjeu qui est l'accueil en stage. Le représentant des internes l'évoquait notamment. Donc, on a travaillé en Grand Est sur l'idée d'un coordonnateur de stage qui permet justement de cartographier les stages et de vérifier l'état des stages, la possibilité des tuteurs d'accompagner, de former. Également des protocoles de stage afin d'être vraiment au plus près des territoires et de faciliter au mieux. Donc, l'exemple qui était donné, par exemple, si on identifie un service où il y a des heures qui sont faites en plus ou des choses comme ça, on va travailler une charte avec les représentants d'étudiants, avec le monde de l'établissement pour essayer d'éviter ces difficultés et de faire que tous les terrains de stage soient opérants pour nos étudiants. Et puis, ça passe également par l'axe de l'apprentissage, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de professionnels se réorientent. On le disait, pour certains s'en vont, pour d'autres arrivent dans nos métiers. Et donc, l'idée de pouvoir faire en apprentissage, c'est aussi faciliter cette formation. Et on l'a développée pour les métiers d'AS, IDE, masseur-kiné et les manipulateurs radio. Et donc, par exemple, c'est 10% d'aides-soignants qui sont aujourd'hui formés en Grand Est via l'apprentissage. Au-delà de la partie formation initiale, il y a la partie formation continue. On l'évoquait avec l'idée des parcours professionnels et de ces suites de vie qui ne sont pas toujours identiques. On a cité par exemple les IPA, les infirmiers de pratique avancée, qui nous permettent aujourd'hui de créer un nouveau métier qui va redonner du temps soignant, du temps médecin et qui va en plus donner des perspectives professionnelles aux infirmiers qui souhaiteraient se spécialiser. Par exemple, donc en Grand Est, on a 180 infirmiers IPA qui ont été formés. On en a 50 en cours de formation. Donc sur ces enjeux de formation, l'ARS déploie environ 10 millions d'euros chaque année pour accompagner les enjeux de formation. Le deuxième axe, c'est attirer, c'est le thème du colloque aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'intérêt de susciter ces vocations, on le disait, pour les étudiants, mais également pour les professionnels en activité. Ça passe par les conditions de logement, d'accueil, de transport, la vie sociale et culturelle qui peut être proposée dans les villes. Et vous verrez sur le diaporama, il y a une campagne nationale de communication qui a été faite pour essayer d'attirer. Vous l'avez sûrement vu ou entendu, puisqu'il y a eu des spots vidéo, des spots radio. Donc ça, c'était un premier axe. Le deuxième, c'est évidemment aussi de renforcer les effectifs dans les structures. Donc on a un enjeu de création de 15 000 postes dans les 3 ans à venir pour couvrir les 7 500 postes qui sont vacants aujourd'hui sur les professions soignantes non médicales. Mais ça se déploie aussi dans l'idée de rupture avec les emplois précaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut offrir à des gens qui veulent travailler dans le métier du soin une vraie perspective de carrière et des vrais postes. Donc l'objectif, c'est de titulariser un maximum et rapidement les professionnels volontaires et impliqués dans cette démarche. On l'a évoqué également, toujours dans l'objectif d'attirer aussi les jeunes générations qui ne travaillent plus de la même façon que les plus anciennes générations. Donc avec l'idée de dynamiser l'organisation du temps de travail, ça passe par la rénovation du forfait jour, par les heures supplémentaires, etc. Vraiment ce qu'on a pu voir sur organiser différemment. Et donc les établissements sont invités à travailler aussi sur ces organisations et à les adapter également aux mutations de nos propres sociétés.
Et on l'a évoqué aussi, c'est la rémunération. Alors les agences régionales de santé n'ont pas beaucoup de leviers sur ces rémunérations qui sont fixées nationalement pour le coup, mais par contre on travaille beaucoup à des primes et à des subventions pour essayer d'accompagner au mieux notamment les étudiants. Donc par exemple on a mis en place le contrat d'allocation d'études qui permet à un étudiant qui va s'engager avec un établissement à la sortie de ses études de travailler avec lui, de bénéficier d'une indemnisation pendant ses études avec cette condition de travailler et d'étudier dans notre région. Et le parallèle est fait également pour les personnels médicaux avec la prime d'engagement dans la carrière hospitalière. Là aussi, les médecins contractuels qui vont passer le concours ont le droit à une prime qui est mise en place. Sur cette thématique attirée, c'est près de 40 millions d'euros qui ont été déployés en 2022, ce soit 70 millions d'euros en 2023. Donc vraiment un enjeu fort pour les agences régionales de santé et pour le Grand Est, puisqu'on l'évoquait, c'est une région particulièrement déficitaire. Et puis le dernier axe tout aussi important, c'est la fidélisation. Alors on fidélise aujourd'hui par des actions concrètes et territorialisées et par des dispositifs d'accompagnement de QVTC, les conditions de vie et de qualité de vie au travail. On met en place des actions spécifiques qui sont proposées dans le cadre d'équipes de territoire. Vous l'avez évoqué, le travail en équipe, et on représente aujourd'hui ce travail en équipe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir construire des équipes. Et donc, par exemple, on porte des assistants spécialistes à temps partagé qui vont aller se déployer sur plusieurs établissements. On en a quelques 400 qui ont été déployés depuis quelques années. On a 900 praticiens également médicaux qui travaillent à temps partagé, donc sur plusieurs structures, pour le coup, sur leur temps, et évidemment dans les spécialités les plus en tension, notamment la psychiatrie, comme on l'a vu, la médecine d'urgence, la gynéco-obstétrique ou l'anesthésie-réanimation. Les employeurs sont également invités à mettre en place une action de fidélisation qui vise à promouvoir l'engagement professionnel, ce qu'on appelait avant l'intéressement. Donc aujourd'hui, la valorisation de l'engagement collectif et qui va permettre de déployer des actions spécifiques dans le cadre de travail en équipe et de reconnaître cette vocation-là et cette implication des collaborateurs. Et puis sur la partie qualité de vie au travail, donc on déploie des actions individuelles, on l'a vu, c'était aussi important. Donc dans le cadre d'appels à projets, donc on a pu mettre en place avec les établissements de notre région des activités physiques, des salles de repos, des team building, l'organisation des équipes, de logiciels de remplacement, des audits organisationnels, des choses comme ça. Mais au-delà des projets individuels qui peuvent être portés et adaptés au type de structure qu'ils représentent, on a aussi des projets régionaux à déployer, et là, comme on l'a vu, sur l'ensemble des professionnels et étudiants, donc sanitaires, médico-sociaux, sociaux, libéraux, privés ou fonctionnaires. Et donc, c'est le travail qu'on déploie avec l'association SPS notamment, qui nous permet d'avoir cette ligne téléphonique et cette plateforme de soutien psychologique à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est un vrai relais pour les agents en eux-mêmes, mais également pour l'entourage qui est là. On le disait, on peut repérer des choses, mais c'est difficile d'orienter. L'association et cette plateforme nous permet d'avoir ce relais-là. Et puis, donc, on a prévu, on met en place les IJAD, donc qui permettent d'avoir des ateliers dynamiques et d'échanges en format informatique, mais également en physique, donc avec les JAD pour le coup. Et on va déployer en 2023 donc la structuration d'un comité avec un référent spécifique pour la région Grand Est et des rencontres qui vont se faire sur le territoire. Et donc, on reprend l'idée de comment fédérer, c'était la question initiale, comment fédérer autour de ces projets. Et bien voilà, on va le faire comme ça, avec un comité et des partenaires et des associations qui peuvent proposer aussi des relais. Et teasing peut-être, l'idée de créer également une maison des soignants pour le Grand Est qu'on aimerait pouvoir réaliser en 2023. Donc sur la partie fidélisée, c'est plus de 10 millions d'euros également qui sont déployés sur la région Grand Est par l'ARS. Et je vous redonne la parole. Merci. Merci. Et pour redire que, vous l'avez dit tout au long de la journée, nous croyons qu'on peut impulser, mais on ne peut pas faire à la place des acteurs locaux. Et c'est vraiment cette démarche que l'on souhaite diffuser, infuser, rabâcher, si j'ose dire. On y passe beaucoup de temps et on souhaiterait, comme certains l'ont dit tout à l'heure, qu'on n'ait plus besoin de nous. Que ça se fasse naturellement par l'ensemble des acteurs. Et cette démarche, nous souhaitons que les gouvernances des structures de santé
sanitaires, médico-sociales, ambulatoires, soient bien dans cette démarche territorialisée et de coopération entre les acteurs, et qu'ils se saisissent et que ça devienne naturel et qu'on n'ait plus à impulser ces politiques. On les soutiendra, on les accompagnera, mais en tous les cas, on souhaite que les acteurs de l'individu dans son cabinet libéral à l'aide-soignant ou l'aide à domicile ou le chef de service ou le doyen ou l'interne, chacun puisse faire monter cette démarche participative et organisationnelle qui permettent la collaboration entre tous les acteurs avec les leviers. Les solutions existent, il y en a encore à déployer, et il ne faut pas se mentir, l'enjeu salarial est majeur. Nous habitons en Grand Est et nous avons des voisins luxembourgeois ou suisses. Je ne vous fais pas le dessin de la manière dont nous sommes concurrencés, mais voilà, il y a aussi ça, mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi la reconnaissance, la confiance et le respect dû à la fois aux patients et aux professionnels de santé. Je vais dire un petit mot avant de passer la parole à nos animateurs et aux intervenants. Moi, je voulais saluer le travail qui est fait par l'ARS Grand Est sur le plan d'attractivité. On ne s'était pas forcément coordonné sur le plan d'attractivité, mais le fait déjà de se relayer sur le mot attractivité marque quand même que depuis des années, l'ARS Grand Est est un précurseur et nous a accompagnés pour soutenir tous les professionnels de la santé, des soignants. Et ça, vraiment, je tiens aujourd'hui à vous remercier pour cet engagement, parce que sans l'ARS Grand Est, SPS n'existerait pas. Et ça, c'est vraiment très important, et je voulais vous remercier de tout cœur et même vous applaudir par rapport à votre engagement et votre aide. Et puis, la deuxième chose que je voulais souligner, parce que c'est important pour l'avenir, même si on a commencé une rencontre en Aura la semaine dernière avec l'équipe de Aura pour les rencontres régionales de SPS qui réunissent tous les acteurs territoriaux, il y aura une prochaine rencontre à Lille, mais les 2 grosses prochaines rencontres vont être en Grand Est. Et là, l'objectif, c'est comment essayer de coordonner ensemble tous les acteurs locaux, à Reims et à Strasbourg. Donc ça, tout est encore à construire. Et c'est grâce, encore une fois, à l'ARS, grâce à ce côté un peu avant-gardiste, je dirais, pour accompagner les soignants en souffrance. On a souvent l'opinion d'une ARS qui est contrôlante, aussi un peu comme les ordres. Eh bien non, je pense aussi que l'ARS, son rôle, c'est aussi d'accompagner les soignants qui ne vont pas bien, et c'est un très très bel exemple dans ce cadre-là. Donc on a de belles perspectives de rencontres pour fédérer ensemble, en tout cas les acteurs en région, et vous allez vraiment nous aider et être aussi à l'origine de ces rencontres en région. Et puis, in fine, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, et je ne l'oublie pas, même si Jean Thévenoud en tout cas a dit qu'il y avait encore plus de souffrance qu'avant, c'est vrai que nous, au mois de mars, quand j'ai appelé Julia, quand j'ai appelé Carole, je m'en souviendrai toujours, je lui ai dit, écoutez, on a une plateforme nationale d'écoute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 100% de décrochés. Quand on est passé de 3 appels par jour en 150 appels par jour, on était là, donc c'est aussi pour eux qu'on est là, pour qu'ils essaient de relayer les informations et tout ce qu'on peut aider ensemble. Et cet après-midi, c'est vraiment l'exemple type de dire, tout seul on n'y arrive pas, ensemble avec d'autres associations, et ça va être l'objet des débats de tout de suite, c'est bien, mais aussi il faut, et on l'a vu ce matin en introduction avec les ministères et puis d'autres institutions, c'est que là, ça y est, c'est un vrai combat que nous on mène, mais qu'on veut ensemble mener pour arriver à accompagner l'urgence, pour éviter les suicides. Jean Thévenoud l'a encore rappelé, aussi Michel Sablonnière aussi. Absolument éviter les suicides des soignants, c'est juste inacceptable. Donc c'est ce combat qu'on veut mener. Donc merci en tout cas à tous d'être présents. C'est une vraie émotion de travailler ensemble avec vous pour dire ensemble comment on peut coordonner. Et je vais relaisser la parole à Didier et à François pour voir comment on peut se coordonner et travailler vraiment main dans la main dans ce cadre-là. Donc merci en tout cas pour votre présence et la future association, et merci pour l'ARS Grand Est d'être à nos côtés cet après-midi.